XXIe siècle, comme depuis plusieurs centaines de millions d'années, la plupart des volcans naissent et meurent sur les frontières d'une croûte terrestre constamment en mouvement. Porte d'entrée vers le cœur brûlant et bouillonnant de notre planète, ces colosses menacent à chaque instant d'anéantir la vie qui s'est installée à proximité. Pour éviter les tragédies, on demande alors aujourd'hui aux scientifiques d'être en mesure d'anticiper et de prévenir. On leur demande de devenir des prophètes et de savoir analyser les moindres manifestations des volcans. Partout dans le monde, ils mettent alors leurs outils et leurs connaissances à disposition pour tenter de protéger ceux qui vivent sous le feu de la Terre. Au cœur des Andes, la vallée reculée du rio Paez est particulièrement exposée au danger d'un volcan géant, le Nevado del Huila. Son glacier culmine à plus de 5400 mètres d'altitude et en cas d'éruption, c'est le risque d'effondrement de cette calotte gelée qui constitue le plus grand danger pour les paysans colombiens de ces montagnes. Même une faible éruption peut faire céder le glacier suspendu au-dessus de la vallée. Les tonnes de glace et d'eau ainsi libérées entraîneraient dans leur chute la terre, la roche et les arbres pour former une avalanche compacte, meurtrière, que rien n'arrêtera sur des centaines de kilomètres. Déjà en 1994, un tremblement de terre dévastait les gorges du Rio. Plus de 1000 personnes trouvèrent la mort sous les glissements de terrain charriés par la rivière. Cette catastrophe sonna comme un avertissement. Une éruption faisant céder le glacier aurait pu être une tragédie plus grande encore et fait planer depuis une menace sur toute la vallée. « 15 ans plus tard, pour éviter un nouveau drame, les volcanologues colombiens ont placé sous surveillance le Nevado. Toutes les données arrivent à l'observatoire de Popayán. 3 sismographes ont été installés autour du volcan pour surveiller ces battements de cœur qui se gravent dans la suie. Adriana Restrepo coordonne les équipes qui se relaient jour et nuit. Les secousses de plus en plus fortes et de plus en plus rapprochées ont fait passer le volcan en alerte rouge, signifiant que l'éruption est imminente. En plus des sismographes, l'équipe d'Ingeo Minas a mis en place une série d'instruments pour protéger la population indigène des avalanches. En pleine période de haute activité, scientifiques et techniciens doivent fréquemment partir sur le terrain vérifier les stations. Dans cette région inaccessible, il leur faut presque 2 jours pour atteindre les gorges dans lesquelles ont été déployés les instruments. Ces stations contiennent des capteurs qui reçoivent les vibrations susceptibles d'être produites par une avalanche. Elles sont en plus accompagnées d'un système d'alarme sonore qui informe la population qu'une coulée de boue est en train d'arriver. Les gens peuvent alors réagir et rejoindre les sites sûrs préalablement identifiés. 6 détecteurs d'avalanche ont été ainsi placés dans le fond des vallées qui entourent le volcan. Chacun est équipé d'une alarme sonore pour prévenir la population alentour. Le travail de prévention est nécessaire pour protéger ces paysans colombiens répartis dans des milliers de petites habitations clairsemées tout au long de la vallée.
Un véritable effort de sensibilisation est fait dans les carrefours de vie où tout le monde doit se croiser un jour. Votre attention, s'il vous plaît. L'alerte rouge est maintenue, signifiant une possible éruption du volcan Nevado del Huila. Une fissure dans la partie arrière peut rompre une plaque de glace et provoquer une avalanche. Cette annonce est valable pour toute la communauté d'Insa et tous ceux qui se trouvent sur les rives du Rio Paez. Le message n'est pas toujours facile à faire passer pour les scientifiques dans ces montagnes où la culture indigène est la plus forte du pays. Certains chamans regrettent la disparition progressive d'une mémoire ancestrale. Si face à lui on pense trop vite que l'on est hors de danger, il peut provoquer une éruption plus grande encore, qui peut faire disparaître des villages entiers. Le Nevado a soif lui aussi, mais comme personne ne s'en rappelle, il explose pour qu'on se rende compte qu'il existe. Les Blancs ne se rendent pas compte de ce qui va arriver, parce qu'ils ne connaissent pas la langue paez. Ils ne savent regarder que les cahiers et les livres, mais ils ne ressentent rien dans leur corps. Sur les feuilles de suie apparaissent maintenant plusieurs centaines de secousses quotidiennes. L'activité du Nevado ne cesse d'augmenter et le feu qui lui brûle les entrailles devra bientôt le faire exploser. Dans les bureaux comme sur le terrain, les volcanologues mettent tout en œuvre pour éviter les imprévus. Monsieur le maire, je dois vous informer que nous avons un problème à notre station relais et qu'une équipe d'Ingeominas se rend sur place avec l'équipement pour faire les réparations. Nous aurions donc besoin de votre aide pour nous accompagner et nous fournir quelques chevaux. L'antenne relais plantée au sommet des montagnes est un point central du réseau. C'est elle qui redistribue les informations au reste de la vallée. À plus de 4000 mètres d'altitude, les ingénieurs découvrent qu'une entreprise de téléphonie mobile a construit un bâtiment contre leur antenne. En ce moment, le soleil est à la moitié, donc le poste devrait être placé plus ou moins par là. Avant, ces installations de Comcel n'existaient pas, donc les équipements fonctionnaient sans problème. Comme on marche à l'énergie solaire, l'ombre portée par le mur qui a été construit peut faire perdre du potentiel, en fonction de la position du soleil ou de la période de l'année. Dependiendo de la posición del sol o la época del año. 14:44. Está bien. El sol sale por allá y se va a esconder por allá. Le soleil se lève là et va se coucher là-bas. On ne pourra pas la placer ailleurs. El otro sí, mira para acá, sí, Eduardo. Il faudra une journée complète à l'équipe pour déplacer la station relais et la rendre parfaitement opérationnelle. Le volcan semble lui attendre patiemment que tout le monde soit prêt. Il vibre, respire, tremble, mais n'explose toujours pas. Une des clés pour comprendre le fonctionnement d'un volcan et prévoir ses prochaines éruptions, c'est d'accéder au magma et à son réservoir. L'archipel d'Hawaï est un point chaud qui permet aux volcanologues d'approcher le cœur du système volcanique quotidiennement. Le Kilauea est le volcan le plus actif au monde. C'est pourtant l'un des moins dangereux. Ces éruptions ne provoquent pas de réelles explosions, mais des rivières de lave fluide qui s'écoulent lentement jusqu'à la mer.
L'observatoire volcanologique a donc été construit au bord du cratère et les scientifiques profitent de cet environnement particulier, de cette proximité, pour développer et tester une série d'outils de surveillance qui pourront servir d'autres communautés à travers le monde. Le volcan est constamment filmé, photographié, enregistré. Tous les capteurs en place permettent de mieux comprendre pour mieux développer les instruments de demain. Mike Polland est spécialiste en géodésie, la science qui mesure les déformations de la surface terrestre. J'essaie de le mettre aussi proche que possible du centre de la marque. Ce disque blanc-là, c'est l'antenne GPS. Elle reçoit les signaux des satellites et les envoie dans le récepteur, ici. Alors ce qu'on fait, c'est qu'on laisse tout ça là pour quelques jours, afin de collecter assez de données pour avoir vraiment une bonne position. On amène les données au labo, on les traite, et on va être capable d'avoir la position de cette antenne à quelques millimètres près. En répétant cela au cours du temps, on peut voir comment le point de repère se déplace. Et quand on rapporte cela à tous les autres repères, ici sur le Kilauea, ça nous donne une très bonne idée de comment la surface du volcan se déforme. Alors on peut en déduire où est le magma sous le volcan, combien il y en a, et si oui ou non le volcan risque d'entrer en éruption. Une éruption volcanique est une poussée souterraine de magma jusqu'à la surface. La composition de ce magma, sa température, sa teneur en cristaux, sa densité, sa viscosité et sa capacité à retenir les gaz dissous ont une action primordiale sur les différents types d'éruptions. À l'intérieur du volcan, le magma bouillonne et les gaz qu'il laisse échapper à travers les fumerolles sont une signature de son état et de sa position. Un instrument capable de mesurer la composition de ces gaz donnera des informations précises sur la progression de la lave et l'éventualité d'une éruption. Le principe de la télémétrie, qui permet de faire des mesures à distance sans se mettre en danger, est un des enjeux majeurs de la recherche en volcanologie. Ces techniques sont développées ici pour mieux servir ceux qui sont en contact avec des volcans beaucoup plus dangereux que le Kilauea. Aux Philippines, le volcan Mayon a été particulièrement meurtrier dans les années passées. Les terres fertiles à son pied font vivre des milliers de paysans qui sont les principales cibles de ses colères. Le plus à craindre est une coulée pyroclastique. Un nuage de gaz brûlant, de cendres incandescentes et de roches en fusion qui dévalent les flancs du volcan à plus de 100 km/h, causant la mort quasi certaine de tous ceux qui se trouvent sur sa route. En 1993, une coulée pyroclastique a marqué la population. Veronica Pérez est la seule de son village à avoir survécu. D'abord, il y a eu l'air. Un air brûlant. Ensuite, la lave est descendue, en roulant. Je me suis dit, c'est quoi ça? Parce que le bruit était comme celui d'un avion. J'ai pensé, un avion? Non. En regardant vers le haut, j'ai vu les arbres tomber. Au bout de 5 minutes, ma peau tombait. Ici. Et là. Alors je me suis assise par terre. Et je me suis dit à moi-même, je veux vivre, je veux vivre. C'est tout, je veux juste vivre. Pour éviter de nouvelles catastrophes, les scientifiques philippins comptent aujourd'hui sur leurs instruments.
En plus d'une veille visuelle et d'un réseau de sismographes, l'observatoire s'est modernisé en s'équipant d'une batterie d'outils capables de mesurer l'inclinaison du sol, sa dilatation et les gaz émis par le volcan. Directeur de l'observatoire, Ed Laguerta est le meilleur spécialiste du volcan Mayon. Les instruments sont très importants pour anticiper les prochaines éruptions, parce que le volcan n'est pas toujours visible. Il peut être recouvert de nuages, et pendant la saison des pluies, ici aux Philippines, ça peut durer des mois. Si nous dépendions uniquement de l'observation directe, nous n'aurions pas le temps d'évacuer les gens. Pour contrer ce manque de visibilité, les volcanologues utilisent un outil venu d'Hawaï, le FlySpec, qui permet de mesurer le dioxyde de soufre dans le panache de fumée qui s'échappe du sommet du volcan. En fonction de la concentration en gaz dans le panache, les scientifiques peuvent en déduire la hauteur du magma à l'intérieur de l'édifice. Dans des conditions relativement confortables, les techniciens philippins peuvent surveiller l'activité magmatique en enchaînant les allers-retours sous le panache. La couverture nuageuse est toujours de 5%, bonnes conditions météo. Depuis plusieurs mois, le magma ne cesse de monter dans les conduits du volcan, ce qui indique que le Mayon menace d'entrer une fois encore en éruption. Dans l'observatoire, la concentration monte au même rythme que les alertes. Les scientifiques recommandent d'évacuer les zones les plus menacées, relayées sur le terrain par la protection civile. Dans un rayon de 6 km autour du volcan, l'armée est chargée de diriger les habitants vers des centres de réfugiés. Hindi tayo pwedeng pumasok pero pwedeng maglakad yung sasakyan dito lang. Sa ngayon meron pang ilan. Il y a encore des gens, oui. Nous n'avons pas encore fait évacuer tout le monde. Nous leur conseillons de partir dans un lieu plus sûr pendant que le volcan n'est pas tout à fait réveillé. Certains paysans préfèrent encore défier les forces de la nature que d'abandonner leurs récoltes et leurs bêtes. Leurs cultures sont leurs seules ressources et l'intervention des scientifiques dans leur vie est encore trop récente pour être sérieusement prise en compte. Quand on a fait passer l'alerte du niveau 3 au niveau 4 aujourd'hui, les gens étaient toujours réticents à évacuer. À cause de ce qu'ils ont déjà vécu avec le Mayon, et parce qu'ils ont déjà connu de nombreuses éruptions, ils attendent de voir des signes physiques concrets avant de se dire que le volcan va entrer en éruption et qu'il menace leur communauté. Le 20 décembre 2009, quelques heures seulement après que les scientifiques ont décidé de monter l'alerte au niveau 4, le Mayon, en pleine nuit, a fait une démonstration de sa puissance. Plusieurs millions de tonnes de lave se sont écoulées sur les flancs du volcan, construisant progressivement des édifices menaçants. Les derniers habitants réticents jusque-là à évacuer ont alors rejoint dans la précipitation les centres d'évacuation.
Quand il y avait déjà des cendres qui sortaient et qu'on entendait le volcan faire boum 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 et qu'il y avait un peu de feu qui descendait, alors notre chef nous a ordonné d'évacuer à ce moment-là. Les volcanologues nous avaient déjà demandé d'évacuer. Mais personne n'a bougé avant qu'on ne voie le feu descendre. Cette fois, l'éruption du Mayón n'a pas provoqué de coulée pyroclastique et ces épanchements de lave se sont arrêtés avant de toucher les zones habitées. Personne n'a été touché pendant cet événement. Et si certains s'amusent encore à défier le volcan, tout le monde a sans doute mieux compris le rôle important des volcanologues et de leurs prévisions. En Colombie, les volcanologues ont également gagné quelques points de crédibilité auprès de la population. L'éruption tant redoutée du Nevado del Huila s'est finalement déclenchée le 21 novembre 2008, elle aussi au beau milieu de la nuit. Comme prévu, l'explosion a provoqué une énorme coulée de boue, d'arbres et de roches qui a envahi le fond de la vallée. Comme prévu, le glacier a cédé et l'avalanche a été beaucoup plus importante que celle de 1994. Le matin suivant l'éruption, la ville de Belalcázar se réveille choquée, figée dans la boue. Les rivières ont été détournées, les ponts et les routes sont coupés, privant les familles d'électricité et de tout contact avec les grandes villes. Mais le réseau de surveillance et d'alerte qui avait été mis en place par les volcanologues d'Ingeominas a parfaitement fonctionné. Les dégâts sont surtout matériels cette fois. Des milliers de vies ont été sauvées. L'état d'urgence est déclaré dans un pays qui était préparé à intervenir. Tout le monde savait que l'éruption était imminente. L'entraide et les secours se mettent rapidement en place. L'armée et les aides humanitaires s'organisent tout au long de la vallée Paez. La coulée de boue est descendue sur plus de 150 km. Il y a un saut au niveau de la marque sur la route, là. À droite, ça a l'air un peu plus haut. Les équipes scientifiques d'Ingeominas se répartissent aussi sur l'ensemble de la zone endommagée pour évaluer l'ampleur de l'avalanche et estimer sa force.
chaque petit groupe se concentre sur un tronçon sinistré et tente de comprendre le chemin qu'a pris la coulée pour savoir où reconstruire, où se réfugier et comment protéger au mieux les populations lors de la prochaine éruption. Là où il y a les petits arbres sous la marque, je pense qu'il n'y a pas plus de 5 ou 6 mètres. Là-bas. Mais ici, c'est un peu plus haut. Après 3 jours d'investigation, le géologue Hugo Murcia tire un premier bilan. Pour cet événement de 2008, même si les chiffres ne sont pas encore officiels, il y aurait plus ou moins une dizaine de morts. Un mort, c'est toujours terrible, mais je pense qu'on a réussi à faire un bon travail. Le Nevado del Huila sera toujours une menace. Et c'est important d'avoir des cartes de danger, des cartes de vulnérabilité, des cartes de risque. Toutes ces informations doivent être intégrées pour éviter qu'une tragédie comme celle de 85 à Armero ou de 94 à Belalcázar arrive de nouveau. Si nous, les anciens, on continue de perdre la mémoire, le Nevado ne se calmera pas. Et si le Nevado se vide de toute sa lave, on dit que ses filles se réveilleront, et qu'après ce réveil, il se calmera, que quand il aura enseveli assez de personnes, il se rendormira. En Colombie, les volcanologues semblent avoir trouvé des solutions pour protéger les populations de ces volcans recouverts de glace. Mais chaque volcan a son propre caractère, sa propre identité, et chacun d'entre eux nécessite de développer de nouvelles stratégies de prévention et de défense. Au cœur de la Papouasie, la baie de Rabaul n'est qu'un énorme cratère actif qui a construit au cours des siècles de nombreux cônes pyroclastiques autour de lui. Depuis 16 ans maintenant, toute la puissance de Rabaul s'échappe par le cône de Tavourvour, littéralement le nid de frelons. Ces explosions envoient continuellement des nuages de cendres sur les habitants d'une ville devenue grise. La difficulté que rencontrent ici les scientifiques est de prévoir les éruptions majeures de ce complexe volcanique, car le réservoir de magma est placé sous la mer. Quand ce cœur de lave monte sous pression, il peut soulever le fond de la baie avant d'ouvrir de nouvelles bouches volcaniques. La formation de ces nouveaux cônes dégage une énergie formidable, capable d'entraîner des pluies de cendres et de bombes, des tsunamis, des nuées ardentes et des coulées pyroclastiques. Le 19 septembre 1994, une de ces éruptions majeures s'est déclenchée. 2 cônes volcaniques opposés dans la baie sont entrés en éruption simultanément, détruisant la moitié de la ville. La population a pourtant été sauvée de ce cataclysme grâce à l'initiative de l'Observatoire volcanologique. En plus de l'inévitable réseau de sismographes, les scientifiques avaient eu l'idée astucieuse de mettre en place un système de 3 marégraphes dans la baie. Ces pylônes fixés sur le fond mesurent habituellement le niveau de la mer. Mais à Rabaul, ils ont permis de mesurer l'élévation du fond marin. La veille de l'éruption, en 1994, le fond de la baie a enflé à tel point que les marégraphes ont mesuré un soulèvement de plus de 5 mètres en quelques heures. Le ventre du volcan était prêt à exploser. Les 70 000 habitants de la région ont tous été évacués et sauvés dans la nuit.
l'ingénieur John Bosco est chargé de maintenir le matériel en état tout au long de l'année. 16.8094. Donc c'est en train de transmettre. Et vous pouvez entendre la fréquence changer. Quand il y a une vague qui entre, le capteur monte et descend. Vous devriez pouvoir entendre le signal varier avec la fréquence. Mais les marégraphes n'ont pas tout résolu. Les tonnes de cendres volcaniques qui tombent quotidiennement sur Rabaul rongent le matériel et les hommes. Avec la situation ici, à cause de la cendre, c'est très corrosif. Avec les gaz qui s'échappent et tout ce qui sort du volcan, les travaux de maintenance coûtent très cher. Depuis le jour de l'éruption, le Tavourvour alterne les phases de sommeil et de forte activité. Si certains ont préféré se réinstaller dans les montagnes de l'arrière-pays, un tiers de la population s'attache encore à sa terre natale et tente de survivre sous les poussières toxiques. Au-delà des performances des marégraphes et de l'ingéniosité du dispositif, les volcanologues ont besoin de mieux comprendre les éruptions paroxysmales de ces volcans actifs. Au large de la Sicile, le célèbre volcan Stromboli maintient, lui, une activité explosive depuis près de 2000 ans. Comme à Hawaï, cet édifice facile d'accès attire les volcanologues du monde entier. Il est devenu aujourd'hui le volcan le mieux surveillé au monde. Un véritable favori qui permet aux scientifiques d'aller plus loin dans l'étude et la compréhension de ces montagnes ardentes. Aux explosions quotidiennes sans réel danger pour la population s'ajoutent certaines phases de plus grande activité qui posent encore problème aux scientifiques. Malgré la batterie d'instruments qui a poussé sur l'île et qui enregistre ses moindres humeurs, certains événements majeurs ne peuvent toujours pas être anticipés. En décembre 2002, très peu d'instruments avaient prévenu que la lave allait déborder des bouches du volcan. S'en est suivi un effondrement de toute une partie de la montagne qui lui-même a provoqué un tsunami, une vague géante de 11 mètres qui a balayé le pied de la ville. En cette période de l'année, l'île était presque déserte et le raz-de-marée n'a fait aucune victime. Aujourd'hui, une équipe de volcanologues franco-italienne, menée par Anthony Finizzola, s'est lancée dans une étude sur le terrain qui devrait leur permettre de disséquer l'intérieur du volcan et de mieux comprendre ses éruptions paroxysmales. Alors, 3 bobines vont là-bas, à l'entrée de la ligne directe. Une va vers les premiers abris et 2 descendent sur la ligne directe. Sì, solo che la mia io la porto su. Ok? Leur but est de mettre en place un dispositif géoélectrique constitué d'une toile de 6 câbles déroulés sur le volcan. Cette technique d'imagerie doit permettre de reconstruire les 3 dimensions de la montagne grâce à sa conductivité. D'une manière générale, l'objectif, ce qu'on est en train de faire, c'est étudier la structure d'un volcan par l'intermédiaire de ces mesures électriques, c'est-à-dire qu'on essaye de voir où circule ce que nous, on observe en tant que conducteur, c'est-à-dire la présence d'eau dans le sol. Ça va nous permettre d'une part de mieux comprendre la structuration de l'édifice, s'il y a une vie, un passé,
Ce n'est pas une simple montagne homogène, bien évidemment il y a des hétérogénéités et ces hétérogénéités sont fondamentales à comprendre pour connaître les zones de faiblesse du volcan. Et la présence d'eau dans le volcan est particulièrement importante parce que c'est elle qui peut occasionner des éruptions paroxysmales si on a interaction entre le magma et l'eau. Donc au final, c'est arriver à mieux comprendre ces gros événements qui se passent sur l'île, où il y a des blocs qui retombent un petit peu partout jusque sur les maisons, et donc pouvoir mieux comprendre le fonctionnement du volcan et mieux prévenir aussi les dangers avec du nouveau matériel de surveillance. Le conduit volcanique se situe à une distance qui est très proche en profondeur, mais très proche de l'endroit qu'on va investiguer. Donc tenter de mieux comprendre ces interactions entre l'eau de pluie qui s'infiltre et qui est susceptible de créer des éruptions relativement fortes dans le cas d'interactions au magma. C'est vraiment un avantage de pouvoir s'approcher aussi près de cratères actifs. Ça, on ne peut pas se permettre sur des volcans plus explosifs. Là, on est quand même à des distances qui sont ridicules des cheminées volcaniques. C'est de la très grosse logistique, donc on ne sait pas ce que ça va donner. Il y a quelques jours quand même d'installation pour installer ces 2,5 km de câbles d'un côté à l'autre du volcan. Première fois qu'on teste ce dispositif à l'échelle mondiale. Il n'y a pas d'autres équipes au monde qui ont un câble aussi long pour faire de l'investigation profonde. Là, on va descendre quand même à 500 mètres de profondeur. Donc de la haute résolution, c'est-à-dire qu'on va pouvoir faire de la géologie réellement, comprendre la structure du volcan jusqu'à 500 mètres de profondeur. Voilà, c'est la dernière manip, donc on connecte tous les 40 mètres les électrodes, donc 64 électrodes depuis le sommet jusqu'à la mer, et puis ensuite il n'y a plus qu'à injecter du courant. Alors Stromboli est un bon point de départ parce que en fait on sait qu'il y a des interactions au magma au niveau de ce volcan, on sait qu'il y a des zones de faiblesse aussi et des risques de déstabilisation, c'est ce qui s'est passé en fin 2002, en décembre 2002. Donc c'est un bon point de départ, c'est-à-dire qu'on sait qu'a priori on devrait trouver quelque chose d'intéressant. Et bien évidemment, à partir du moment que le dispositif marche, on peut imaginer son application sur d'autres volcans, c'est l'objectif. Malgré la volonté humaine de comprendre et de protéger, malgré les instruments toujours plus performants et adaptés, aujourd'hui encore, les volcans provoquent des éruptions imprévisibles et inattendues. Au pied de la cordillère des Andes, le Chaiten dormait depuis près de 9000 ans sous une épaisse forêt primaire. Tout le monde avait oublié qu'il s'agissait d'un volcan actif et personne ne l'avait placé sous surveillance. Le 2 mai 2008, son éruption a surpris toute la communauté scientifique et aurait pu créer une véritable tragédie. Sous les tonnes de cendres de cette éruption soudaine, 7000 Chiliens ont été évacués en urgence et dispersés dans tout le pays, forcés d'abandonner leur ville du jour au lendemain. Ne connaissant rien de l'identité du volcan, la ville est fermée, interdite à toute présence humaine jusqu'à nouvel ordre.
1 an plus tard, les réfugiés ne sont toujours pas autorisés à revenir chez eux. Mais un équipement de surveillance a été mis en place pour aider à décider du sort de la ville et de ses habitants. Le sismologue français Denis Legrand suit l'évolution du volcan Chaiten depuis le début de l'éruption. À travers le regard des caméras, les volcanologues découvrent un volcan toujours actif et une ville qui semble se faire engloutir irrémédiablement sous les cendres. La rivière qui mène directement du volcan à la ville a emporté avec elle le ventre de la terre. Les avalanches de cendres et de boue ont détourné le lit du Rio et ont traversé en plein cœur la ville déserte. Progressivement, la terre gagne sur la mer, de la même façon que s'est construite toute une partie du Chili. La cordillère des Andes bâtit ses terrasses au bord du Pacifique. Plus dramatique encore pour la destinée de la ville et de ses anciens habitants, c'est cette menace faite de pierres qui ne cesse de croître au sommet du volcan. En mesurant le champ magnétique autour du Chaiten, les volcanologues peuvent évaluer les mouvements de magma à l'intérieur de l'édifice. Jusqu'au bout du monde, les techniques de télémétrie leur permettent d'étudier à moindre risque l'immense variété de ces montagnes vivantes. Ici, un dôme de 600 mètres est apparu au centre du cratère. C'est une nouvelle montagne qui est en train de naître. Ce cône est fait d'un magma trop visqueux pour s'écouler à l'extérieur, mais à l'intérieur, c'est une bombe à retardement qui enfle. Si ce dôme chauffé à blanc s'effondre sur lui-même, ou s'il éclate dans une nouvelle explosion, il pourrait brûler la ville à son pied sous un nuage pyroclastique, exactement comme à Pompéi il y a 2000 ans. Lors des premières explosions, il y a 1 an, les nuages de cendres avaient soufflé quelques milliers d'hectares de forêt primaire sans parvenir jusqu'à la ville. Malgré les menaces bien identifiées, certains habitants ont décidé de revenir vivre chez eux. Ils sont une soixantaine de Chiliens qui veulent oublier le volcan, qui ont décidé de ne pas croire au danger. Il est parfois trop douloureux de se résoudre à abandonner ce qu'on a construit pendant toute une vie. Mais le danger après une éruption n'est pas uniquement pour ceux qui restent au sol. Il plane également dans les airs. Les poussières volcaniques ont certaines caractéristiques qui en font de véritables pièges aériens. Ces fines particules de roche sont comme des éclats de verre durs et tranchants qui ont un grand pouvoir abrasif. Elles sont capables de dépolir n'importe quelle surface de métal, de plastique ou de verre, et d'endommager ainsi sérieusement les avions de grande ligne qui traversent les panaches. La taille minuscule des particules leur permet de s'infiltrer partout, notamment dans les ventilateurs des moteurs d'avion. Leur fort pouvoir corrosif oxyde et ronge le métal rapidement. Un des incidents qui a marqué l'histoire de l'aviation est celle du capitaine Eric Moody à bord de son Boeing 747.
Nous allions de Kuala Lumpur à Perth, à l'ouest de l'Australie. Il s'agissait d'un vol en soirée très simple. Mais l'ingénieur, qui est assis entre les deux pilotes, a dit « Le moteur numéro 4 s'est éteint ». Donc j'ai regardé et oui, c'était le cas. Il était en train de s'éteindre très lentement. Puis il dit rapidement « Numéro 2 est éteint, numéro 3 est éteint. Nous les avons tous perdus ». L'avion entame alors une interminable descente, jusqu'à ce qu'il sorte du nuage de cendres et que les moteurs redémarrent l'un après l'autre. Ce qui était effrayant, c'est que plus on approchait de la ville, plus il y avait de brume à travers le pare-brise, qui est ensuite devenu un épais brouillard. Et quand nous avons demandé quelle était la visibilité au sol, ils ont répondu qu'elle était infinie. Ce n'était pas le cas pour nous. Alors quelque chose m'a fait regarder sur le bord de mon pare-brise et je voyais parfaitement à travers. Visiblement, il était arrivé quelque chose au pare-brise. Le pare-brise du 747 avait été entièrement dépoli par les cendres abrasives du volcan Galunggung. Dans les années 80, les dégâts causés par les cendres aux avions de grande ligne ont coûté plusieurs centaines de millions de dollars aux compagnies aériennes. Pour surveiller ces nuages toxiques, un réseau mondial d'observation satellite a alors été mis en place. Une veille volcanique des routes aériennes. Toute la difficulté est de savoir faire la différence entre un nuage de cendres et un nuage de vapeur d'eau. De connaître son évolution dans l'espace et dans le temps. Les ingénieurs et les météorologues développent pour cela des capteurs capables de mesurer la température des nuages depuis l'espace. D'autres outils mesurent la longueur d'onde émise par les nuages de façon à déterminer les contenus gazeux de chacun. 9 centres d'observation et de conseil sont répartis dans le monde pour fournir leur expertise à l'aviation civile en cas d'éruption volcanique. Les modèles de prévision tournent pour anticiper l'évolution d'un nuage dans les différentes couches de l'atmosphère. « 20 ans après la création de ces centres de surveillance, un volcan qui dormait depuis presque 2 siècles va mettre à l'épreuve les analystes et les prévisionnistes. En Islande, le volcan Eyjafjallajökull est entré dans une éruption spectaculaire le 20 mars 2010. Le monde entier regarde fasciné cette terre vivante qui joue avec l'eau et le feu. Les spécialistes savent que les cendres des volcans islandais peuvent rapidement toucher l'espace aérien européen. Mais les nuages qui s'échappent pour l'instant ne sont que de la vapeur d'eau et restent inoffensifs pour l'aviation civile. Trois semaines après l'ouverture de la fissure, une seconde éruption va devenir beaucoup plus problématique. Il s'agit cette fois d'une éruption sous-glaciaire qui expulse un nuage dense chargé de cendres à plus de 10 km de hauteur dans l'atmosphère. Les modélisations de l'évolution du nuage aux différentes altitudes ont toutes confirmé que l'Europe allait être touchée. Cette nouvelle va créer un chaos sans précédent. L'ensemble des aéroports européens ferment ses portes pendant 5 jours entiers. Chaque jour, les compagnies aériennes perdent plusieurs dizaines de millions de dollars. Le monde occidental se retrouve soudain paralysé. Au 6e jour, le nuage se dissipe et les avions peuvent reprendre leur vol. Mais le volcan, toujours en éruption, continue de faire peur. Les volcanologues savent tous que sous les glaciers d'Islande sommeillent des volcans bien plus explosifs. Ils savent que les panaches de certaines éruptions historiques ont plongé dans la nuit des continents entiers pendant plusieurs mois.
Ils savent qu'il faut s'attendre un jour à faire face à un scénario beaucoup plus dramatique encore. Les forces telluriques peuvent rapidement entraîner une véritable catastrophe économique dans le monde et les scientifiques ne pourront jamais l'empêcher.